Bonjour à tous, je vais vous parler des limites de l'utilitarisme et des solutions que propose John Rawls dans son livre Théorie de la justice, dans lequel il propose sa propre théorie de philosophie politique pour remplacer l'utilitarisme. Alors, vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est que l'utilitarisme, mais vous inquiétez pas, je vais le préciser. Mais d'abord, de quoi va parler cette vidéo? Le but, ici, c'est de parler de philosophie morale appliquée à la politique. La philosophie morale, on peut l'envisager de deux manières. D'un côté, on peut se poser la question de comment agir moralement au quotidien, donc pour répondre à des questions comme comment je dois me comporter dans la vie de tous les jours, est-ce que je peux mentir, est-ce que je dois faire attention à l'environnement, est-ce que je dois faire attention aux animaux, etc., etc. Tout un tas de questions sur le comportement individuel. C'est pas de ça dont on va parler dans cette vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est la morale appliquée à la politique, à la société, c'est-à-dire la morale qui permet de répondre à des questions comme est-ce que c'est bien qu'il y ait des inégalités de richesse? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien qu'il y ait de l'esclavage par exemple? Est-ce que c'est bien qu'il y ait du racisme dans la société? Donc toutes les questions voilà, qui s'appliquent à la politique. Donc en fait on pourrait résumer ces questions sous la forme qu'est-ce qu'une société juste? Qu'est-ce qu'une société morale? Qu'est-ce qui est bien ou mal d'un point de vue politique? C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur car malheureusement dans les dernières années, il y a eu un certain nombre de régressions dans les libertés fondamentales dans pas mal de pays du monde. Et donc ça me semble extrêmement important aujourd'hui de se poser la question d'avoir la base la plus solide possible pour défendre ces libertés fondamentales. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'utilitarisme? L'utilitarisme, c'est une philosophie qui a été créée dans les années 1780 par un philosophe anglais du nom de Jeremy Bentham. L'idée à la base est relativement simple. Disons qu'on a tous l'intuition que rendre les gens heureux autour de nous, c'est une bonne chose, c'est une bonne action, alors que rendre les gens malheureux, c'est une mauvaise action. Et l'utilitarisme, en fait, va extrapoler cette idée-là à toute la société pour dire qu'en fait, une société idéale, c'est une société qui fait en sorte que le bonheur moyen de ses membres soit le plus élevé possible. Et donc ça paraît relativement intuitif et évident, on aurait presque envie de dire, mais en fait, eh bien, à l'époque, il y a un aspect révolutionnaire dans cette affirmation. Dans l'utilitarisme, chaque personne compte de la même manière, que ce soit un homme, une femme, un noir, un blanc, qu'on soit né dans l'aristocratie ou pas, etc., etc. Et Jeremy Bentham lui-même, c'est quelqu'un qui a des idées particulièrement en avance sur son temps et révolutionnaires. Il est pour l'abolition de l'esclavage. Il veut établir l'égalité homme-femme. Il voudrait qu'on décriminalise l'homosexualité. Il s'oppose également à la peine de mort. Il veut abolir la torture et les châtiments corporels. Et il s'occupe même de la question du droit des animaux. Et donc c'est quelqu'un qui est extrêmement en avance sur son temps et qui propose donc une philosophie morale qui est révolutionnaire pour l'époque. Mais comme on va le voir, il y a un certain nombre de problèmes malgré tout avec cette philosophie, et c'est pour ça que John Rawls va proposer une alternative. Alors maintenant, on va parler de la philosophie de John Rawls. John Rawls, c'est un philosophe américain qui a écrit son ouvrage le plus célèbre, Théorie de la justice, dans les années 1970. Ce qui intéresse John Rawls, c'est de réfléchir aux principes d'une société juste. Et pour ça, son grand coup de génie, ça va être de proposer l'expérience de pensée qu'on appelle le voile d'ignorance. Dans cette expérience de pensée, on imagine un groupe d'individus qui réfléchissent aux principes pour une future société pour qu'elle soit la plus juste possible. Et ils réfléchissent à se mettre d'accord sur des principes pour fonder cette société. Mais la grande particularité de cette expérience, c'est que ces individus ne savent pas la place qu'ils vont occuper dans cette société. Et donc ils doivent réfléchir à ces principes, et ensuite ils vont naître et vivre la vie d'un de ces individus-là, mais ils ne peuvent pas savoir qui ils vont être, et donc ils ne savent pas s'ils vont être hommes, femmes, noirs, blancs, s'ils vont naître dans une famille riche ou dans une famille pauvre. Et donc ça les oblige à choisir des principes qui ne vont pas avantager un groupe d'individus en particulier. Et donc pour Rawls, les principes que ces individus choisiraient dans cette situation imaginaire sont les principes corrects pour fonder une société juste dans la réalité. Alors quels sont ces principes que choisiraient les individus derrière le voile d'ignorance? Pour Rawls, il y a deux grands principes qui seraient choisis par ces individus. Premièrement, un principe d'égale liberté. C'est ce qu'on pourrait appeler des droits fondamentaux. Parmi ces droits, on aurait tout ce qu'on considère aujourd'hui comme les droits de l'homme, et donc on aurait le droit à la vie,
le respect de la propriété des biens, la liberté, le droit à un procès équitable, la liberté de pratiquer la religion que l'on souhaite, la liberté d'expression, etc., etc. Le deuxième principe qu'il choisirait, c'est un principe qui concerne les inégalités économiques dans la société. Les personnes derrière le voile d'ignorance ne savent pas si elles vont être dans un environnement plutôt favorable ou plutôt défavorable pour s'enrichir. De même, elles ne savent pas également quelles seront leurs différentes capacités. Ça peut être des capacités intellectuelles, physiques, ça peut être également un certain caractère qui fait que l'on est plus ou moins persévérant et du coup ce sera plus ou moins facile de s'enrichir. Et enfin, il va y avoir la chance qui va jouer au cours de la vie également. Et donc derrière le voile d'ignorance, les individus auraient tendance plutôt à souhaiter une société égalitaire. Mais pour autant, dans une société totalement égalitaire, il n'y aurait plus aucune incitation pour ceux qui en ont les aptitudes à innover, à créer des entreprises et à apporter des richesses à tout le monde. Et donc, une société totalement égalitaire, finalement, serait défavorable pour la totalité de la population, y compris les plus défavorisés. C'est pour ça que pour Rawls, les individus derrière le voile d'ignorance se mettraient d'accord sur un principe qu'il appelle le principe de différence et qui garantit que le niveau d'inégalité qu'il y a dans la société est à un niveau qui est le meilleur possible pour les plus défavorisés. Est-ce que l'on doit typiquement, sous le capitalisme, redistribuer les richesses beaucoup, moyennement ou pas du tout par exemple? Si on redistribue trop les richesses, on détruit toute incitation économique à innover et à entreprendre, et au final c'est défavorable pour tout le monde, y compris les plus défavorisés. Si on ne redistribue pas assez les richesses, eh bien, on gagne peu d'incitations supplémentaires pour les entrepreneurs à innover, puisqu'une fois qu'ils sont déjà suffisamment riches et suffisamment incités par la perspective de richesse, quelques richesses supplémentaires ne les motivent pas beaucoup plus. Par contre, les plus défavorisés, ils perdent beaucoup du fait qu'il n'y a pas de redistribution, qu'il n'y a pas d'allocation familiale, d'allocation chômage, etc. Et donc, pour Rawls, le compromis idéal, on le trouve de la manière suivante. En fait, il faudrait redistribuer les richesses jusqu'au point où la désincitation pour les entrepreneurs serait plus forte dans leurs conséquences pour les plus défavorisés, à ce que les plus défavorisés peuvent perdre en redistribution des richesses diverses, en aide, etc. Et donc on voit, c'est un principe qui est profondément égalitaire et qui justifie finalement que la société idéale n'est ni le communisme, ni le capitalisme pur et dur sans aucun état-providence, mais plutôt un intermédiaire qui serait un système en fait capitaliste, mais dans lequel il y a une certaine redistribution des richesses et un certain nombre de choses qui sont mises en place pour qu'il n'y ait pas trop d'inégalités. Alors ici, j'ai simplifié ce principe parce qu'en réalité, il y a une deuxième partie dans ce principe-là qui on pourrait appeler un principe d'égalité des chances et on pourrait rentrer plus dans le détail, mais on ne va pas le faire ici parce que ça nous emmènerait trop loin. On va maintenant s'intéresser aux différences entre l'utilitarisme et la philosophie de Rawls. Pour bien comprendre la différence, on va imaginer deux sociétés qu'on va appeler A et B, dans lesquelles le niveau de bonheur que peuvent espérer chacun des individus est réparti différemment. Sur ce graphique, on a représenté le niveau de bonheur que peut espérer chaque individu dans chacune de ces deux sociétés. Comme vous le voyez, dans la société A, le bonheur est réparti de manière beaucoup plus inégalitaire que dans la société B. Pour un utilitariste, ce qui va compter, c'est le niveau de bonheur moyen dans la société. Et donc, si on calcule le niveau de bonheur moyen dans la société A et dans la société B, on peut voir que la société A est considérée comme meilleure de ce point de vue-là que la B. Et donc, un utilitariste va plutôt privilégier une organisation qui mène à un niveau de bonheur comme celui de la société A. Dans la philosophie de Rawls, il faut raisonner derrière le voile d'ignorance. Derrière le voile d'ignorance, les individus ne savent pas qui ils vont être dans la société. Dans mon graphique, ils ne savent pas laquelle de ces barres va représenter leur niveau de bonheur. Et donc, dans ces circonstances-là, Rawls pense que les individus choisiront des règles qui mènent à une société permettant une distribution plus égalitaire de façon à ce que le cas le pire soit le mieux possible. Donc Rawls va juger la société en fonction de ce qu'elle peut proposer aux plus défavorisés. Et dans ce cas-là, ce qui va nous intéresser dans ce graphique, c'est plutôt le minimum. Et comme vous le voyez, le minimum est plus élevé pour la société B que pour la société A. Et donc, la société B sera considérée comme plus juste par Rawls que la société A. On voit donc ici qu'il y a une différence importante, car l'utilitarisme va privilégier une société dont la moyenne de bonheur est élevée comme la société A, tandis que la philosophie de Rawls va privilégier une société où le bonheur est plus équitablement réparti et où le minimum est plus élevé, comme la société B. Alors pourquoi s'intéresser plutôt au cas des plus défavorisés plutôt qu'à la moyenne? Pour essayer de comprendre cette intuition, on va imaginer une société avec des elfes et des orques,
dans laquelle les elfes sont les esclaves des orques. Comme vous vous en doutez, les elfes sont plutôt malheureux d'être esclaves, et les orques sont plutôt contents d'avoir des esclaves. Mais la particularité de cette société, c'est qu'on imagine que le bonheur apporté par l'esclavage aux orques est au total plus important que le malheur qui frappe les elfes du fait d'être réduits en esclavage. Dans ces conditions, un utilitariste va considérer que l'esclavage est une bonne chose, puisqu'il permet d'augmenter le bonheur moyen. A l'inverse, Rawls va regarder le cas des plus défavorisés, ici les elfes, et va constater que dans la société où l'esclavage est pratiqué, leur sort est bien pire que dans la société sans esclavage. Alors les utilitaristes ont-ils raison et l'esclavage serait-il justifié dans ce cas théorique? Ou est-ce que c'est Rawls qui a raison et que l'esclavage serait une mauvaise chose même dans ce cas-là? Pour répondre à cette question, Rawls nous dirait de raisonner derrière le voile d'ignorance. Derrière le voile d'ignorance, par définition, on ne sait pas si on va être un elfe ou un orc. Et donc la question qu'on doit se poser derrière le voile d'ignorance, c'est est-ce qu'on accepte cet esclavage des elfes par les orques ou non? Si on raisonne d'un point de vue utilitariste, on pourrait se dire que les individus savent qu'ils ont beaucoup plus de chances de piocher un orque quand ils vont vivre leur vie. Et donc ils ont plutôt pas mal de chances de bénéficier de l'esclavage. Évidemment, s'ils tombent sur un elfe, eh bien là, ils regrettent sûrement leur choix. On pourrait donc se dire intuitivement qu'il est rationnel de choisir la société avec esclavage, puisque dans la majorité des cas, on est gagnant, et on est plus gagnant en moyenne que l'on est perdant. Pourtant, si on y réfléchit d'une manière intuitive, il y a quelque chose qui ne va pas, on sent. En effet, vous imaginez que vous pouvez très bien naître elfe. Et dans ce cas-là, est-ce que ça vous apporterait vraiment une consolation de savoir que vous aviez beaucoup de chances de naître orc? Est-ce que le fait de vivre dans une société où vous auriez pu avoir la chance de naître dans des conditions favorables justifie la situation catastrophique dans laquelle vous êtes né? D'une certaine manière, on a envie de dire que justement, c'est fondamentalement injuste qu'un hasard lié à la naissance détermine à ce point-là vos perspectives dans la vie. Si on n'était pas dans la vie réelle et qu'on jouait simplement à un jeu vidéo ou à un jeu de société, on pourrait tout à fait accepter une règle comme celle-ci, parce qu'on sait qu'on va rejouer au jeu et on peut se dire que la prochaine fois, on aura plus de chance. Mais ici, il n'est pas question de rejouer. Si vous naissez elfe, vous êtes elfe et puis c'est tout. Et dans ce cas-là, vous devrez subir cette situation d'esclavage toute votre vie. Si vous êtes derrière le voile d'ignorance, est-ce que vous accepteriez cette société-là pour un gain moyen plus élevé? Pour Rawls, il est évident que derrière le voile d'ignorance, on ne va pas chercher à maximiser la moyenne. Car on sait que si on hérite de la situation la pire, on ne pourra pas rejouer, et donc on devra se satisfaire de ce sort-là. Et donc il est rationnel pour les individus derrière le voile d'ignorance de chercher à faire en sorte que même les conditions les pires qui puissent leur arriver soient les mieux possibles. Et donc ils vont plutôt chercher à avoir une répartition égalitaire pour s'assurer contre le cas le pire, plutôt qu'une situation qui maximise la moyenne. Cette expérience de pensée nous fait toucher du doigt à un autre problème, qui est celui de la stabilité politique dans une société très inégalitaire. Quand bien même on accepterait l'idée utilitariste que seule la moyenne compte, et que la société avec les orques et les elfes que j'ai imaginée soit en fait juste. On peut très bien imaginer que les elfes, par contre, se rendent bien compte que dans cet arrangement, ils se sont fait avoir. Et s'ils pouvaient faire sécession et quitter la société des orques, ou se rebeller et faire une révolution pour abolir l'esclavage, ils auraient tout intérêt à le faire. Et là, ça nous amène à quelque chose qui est important dans la vision de Rawls. En fait, une société juste au sens de Rawls a la particularité intéressante qu'elle n'encourage aucun individu à se rebeller contre elle pour la détruire. En effet, chaque individu sait qu'il a été bénéficiaire de cet arrangement. Ça nous amène à l'observation que dans la société juste au sens de Rawls, aucun individu n'a de raison de se révolter en pensant qu'il s'est fait avoir et que sa situation est injuste dans cette société. Alors vous pourriez objecter que dans la réalité, il est peu probable que ma société avec les elfes et les orques puisse exister. Pour l'esclavage qui a réellement été pratiqué historiquement, il apparaît à peu près évident que la souffrance qu'enduraient les esclaves était bien pire que le bonheur que ça apportait aux propriétaires d'esclaves. Et donc, comme je vous le rappelle, Bentham lui-même était vigoureusement opposé à l'esclavage, ce qui du coup est parfaitement logique avec son utilitarisme. Pour autant, est-ce qu'on a envie que la condamnation de l'esclavage ne dépende que du résultat de ce calcul de bonheur? Imaginons qu'on soit tombé de l'autre côté et que ce soit le cas avec les elfes et les orques qui soient réalistes, et qu'en fait, l'esclavage soit globalement bénéficiaire du fait du bonheur important engendré pour les propriétaires d'esclaves. Est-ce que vraiment on voudrait légitimer l'esclavage dans ce cas-là? On voit qu'il y a quand même un problème ici. D'ailleurs, ce problème est empiré par un autre problème, qui est qu'en fait, il est très difficile de mesurer en pratique le bonheur des uns et des autres.
En réalité, si les elfes prétendent que le bonheur des orques est en fait faible par rapport à leur malheur à eux, et que les orques prétendent le contraire, il sera bien difficile de savoir qui a raison. Et là, on en arrive à un dernier argument que donne Rawls en faveur de ces principes de la société juste. Pour les individus qui vont vivre dans cette société, il est beaucoup trop risqué de s'en remettre pour des choses aussi importantes que la présence ou non de l'esclavage à une question de calcul de bonheur qui est très subjective, très difficile à démontrer et qui peut, si elle tombe sur le mauvais résultat, être très défavorable pour certains individus. Et donc il est bien préférable d'avoir une garantie très claire, par exemple au niveau de la Constitution, pour garantir des droits fondamentaux à tout le monde, ce qui fait que ces droits ne pourront pas être remis en cause si quelqu'un vient prétendre que, en fait, si on fait la balance entre le bonheur des uns et des autres, il arrive que finalement, les droits fondamentaux, c'est peut-être pas si important que ça. Ainsi, une société basée sur les principes de Rawls offre une sécurité importante aux individus, étant donné qu'ils peuvent compter sur des droits absolus qui ne pourront pas être remis en cause à la suite d'un calcul. Ça me semblait donc intéressant de partager avec vous cette théorie que je trouve assez convaincante. Et en particulier, je trouve que l'idée du voile ignorance est une très bonne analogie pour réfléchir au principe d'une société juste. Deuxièmement, c'est une très bonne chose que Rawls nous propose une argumentation solide pour défendre les libertés fondamentales, qui, même si elles semblent évidentes dans la plupart des démocraties occidentales, sont menacées à d'autres endroits dans le monde. Troisièmement, avec le principe de différence, Rawls nous propose un outil pour réfléchir à la question des inégalités, qui est un problème important aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors moi, ma spécialité d'habitude, c'est pas tellement de faire des vidéos, j'écris plutôt des articles de blog, même si c'est vrai qu'il y a plusieurs années, j'avais créé une chaîne qui s'appelle Anecdotech sur la découverte de la technologie. Mais du coup, désolé si la vidéo fait un petit peu amateur et pas parfaite. Si vous voulez en savoir plus sur la philosophie de Rawls, je vous conseille de regarder les excellentes vidéos faites par Philoxime à ce sujet, et bien sûr, vous pouvez également regarder mes articles de blog, dont les liens sont dans la description. À bientôt!